Bonjour à toutes et à tous et surtout bonne année. Vous êtes sur Choc FM 105.1, c'est Franco Raptors. Toujours là en 2026, Mike Laviole, Patrick Bizindavi. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde, bonne année. Et puis une année pleine de victoires pour les Raptors et pour nous tous. Pour notre bien-être et notre santé. Oui, c'est ça. Notre santé mentale, ça va être important. On souhaite à tout le monde beaucoup de victoires des Raptors, mais aussi plein de réussites, la santé, l'argent, tout ce dont vous avez besoin pour cette nouvelle année 2026. Les Raptors ne l'ont pas encore commencé. On va parler du sommaire du jour. Les Raptors qui ont disputé 3 matchs pour terminer l'année. Et je me rappelle qu'on avait été plutôt pessimiste avec Patrick. On avait dit une victoire, deux défaites. Ouais. Exactement, sur les 3 derniers matchs. Et les Raptors qui en ont gagné 2. Ils auraient même pu en gagner 3. Oh, wow. On va revenir là-dessus. Ça sera le sommaire du jour. On va revenir sur les 3 derniers matchs des Raptors. 2 victoires contre Golden State et le Magic. Et une défaite malheureusement le 31 décembre face à Denver qui manquait beaucoup de joueurs. Tout le monde. Il manquait 4 joueurs titulaires plus Valanciunas pendant le match qui s'est blessé. On va revenir là-dessus. On va parler du joueur de la semaine. Il n'a pas brillé par ses performances mais il fait beaucoup parler. C'est bien sûr le nouvel arrivé Mo Bamba. On va parler de lui Patrick. Ensuite on aura la question du jour. Elle tournera autour de Grady Dick. On n'en dit pas plus tout de suite. Ensuite, après la pause, on se penchera rapidement sur la double confrontation face à Atlanta qui arrive ce samedi et lundi. Et ensuite, on ira plus loin que ces 2 matchs. On va se pencher sur le calendrier jusqu'à la pause du match des étoiles. Et on terminera, si on a le temps, ça sera peut-être pas sur les ondes, mais en tout cas, ça sera dans la version plus longue sur Internet avec un petit mot sur les 905 et un entretien avec l'adjoint de coach Drew, franco-ontarien français, Justin Cérès. Eh bien Patrick, sans plus tarder, on commence tout de suite avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. Comme je vous le disais en introduction, l'actu des Raptors, c'est 2 victoires et une défaite. Une première victoire en prolongation. Patrick, quel match! 141-127 contre les Warriors. Les Raptors qui ont arraché la prolongation et qui ont ensuite gagné le match avec une très très grosse prolongation. 5-19 pour les Raptors dans la prolongation. Ils n'ont encaissé que 5 points. Derrière, les Raptors ont affronté le Magic d'Orlando avec une victoire là aussi très serrée, 107-106. Et en fait, on n'a eu que des matchs serrés cette semaine puisque le 31 décembre, les Raptors ont perdu contre les Nuggets qui étaient diminués sur le score de 106-103 avec bien sûr le tir de l'égalisation de Brandon Ingram au buzzer et le ralenti où on voit que le ballon il touche le bout de son doigt sur ce tir de la gagne. Ses ongles. Ses ongles, même c'est ce qu'il a dit, my nail. Qu'est-ce que tu retiens, Patrick, de ces 3 matchs? Ce que je retiens, c'est d'abord donc la victoire contre Golden State. C'était une victoire significative parce qu'ils avaient été vraiment médiocres face à Washington le match d'avant. Ils ont été battus par Washington, une équipe qui est vraiment dans le classement. Ils sont presque les derniers là. Ils sont derniers. C'était la pire équipe de la NBA. Ils avaient gagné seulement 5 et puis leur 6e victoire c'était face aux Raptors. Donc il fallait absolument revenir. Donc un gros match contre Golden State Warriors et puis un match historique de Scottie Barnes avec un triple-double, plus de 20 points, plus de 20 rebonds. Et puis contre Orlando c'était encore une fois serré mais ils ont pu arracher à la dernière minute. Et bien sûr, Denver qui est arrivé avec beaucoup d'absents, dont Jokic qui venait justement d'être blessé le match précédent et qui ont malheureusement perdu contre Denver avec la blessure de Valanciunas.
Mais ce que je garde de ces 3 rencontres, je suis parti à l'entraînement des Raptors, et puis il y avait Scottie Barnes qui répondait justement aux questions des journalistes. Ils lui ont demandé sur ses performances. Il a fait un triple-double contre Golden State Warriors. Il a fait un triple-double contre Denver. Et puis ce qu'il a dit, il a dit les 2 triples-doubles correspondent au match que RJ a joué. Wow, c'est vrai ça. Donc, il a joué contre les Warriors, il a joué contre Denver, et ça correspond au triple-double de Scottie Barnes. Et puis, il a dit, moi, ça me rend la vie facile, surtout à cause des passes. Il a dit, easy assist. Donc, chaque fois qu'il donne la passe à RJ Barrett, il sait qu'il va soit mettre le tir ou bien pénétrer. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'impact de RJ Barrett sur cette équipe, parce qu'avec l'absence de RJ, ils ont accumulé des défaites, et le retour de RJ fait que Scottie Barnes commence à faire des triples-doubles. Donc l'impact de RJ, si on doutait encore, cela démontre justement l'importance d'avoir RJ Barrett dans cette équipe. Mais RJ, quand même, les matchs qu'il a joué, il a bien joué à peu près contre Golden State, mais contre Denver, c'était difficile. Ça a pris du temps pour qu'il revienne vraiment dans le rythme. Et ça se comprend parce qu'il a été absent pendant longtemps. Et donc, ça va prendre du temps pour qu'il revienne. Heureusement, il va jouer contre Atlanta, et puis ce ne sera pas en back-to-back. Donc, ce sera samedi et lundi. Donc, il peut jouer les 2. Mais c'est quand même de bonnes performances des Raptors. 2 victoires, 1 défaite. Moi, j'avais prédit une victoire pour 2 défaites. Donc, ils m'ont prouvé le contraire. Mais je pense que c'était bien. Mais malheureusement, le match contre Denver, là, on va en parler. C'était une très mauvaise performance du banc des Raptors, à part CMB, qui a quand même joué un match énorme au niveau de la défense, des rebonds et tout. Mais le banc des Raptors, c'était vraiment le contraire de ce qu'on avait vu contre Golden State et Orlando. Et là, je pense qu'il y a des ajustements à faire. Je ne sais pas lesquels, mais le banc des Raptors, quand le banc ne joue pas bien, l'équipe perd. Donc, on a intérêt que le banc joue très bien. Sûrement qu'il y aura des ajustements à faire, mais on ne peut pas s'attendre à ce que les Raptors gagnent 82 matchs. Donc, il y aura toujours des défaites. Et comme Darko le dit, chaque fois qu'il y a des défaites, il y a des leçons à apprendre. Et puis, ils vont s'ajuster en conséquence. Mais quand même, une bonne performance pour bien terminer l'année. Et puis, depuis le début de la saison, peut-être la semaine prochaine, on va revenir sur nos prédictions. Personne ne pensait qu'ils allaient gagner 20 matchs, qu'ils allaient être 4e à l'Est. Donc, ça nous donne vraiment de quoi être optimiste pour le reste de la saison. Oui, j'étais allé voir nos prédictions. On était tous les deux autour des 50% de victoires, mais on n'était pas du tout à 5 victoires de plus que le nombre de défaites. Ce qui paraît peut-être pas énorme en différence par rapport à nos prédictions, mais ce qui est quand même énorme puisqu'ils sont 4e à l'Est. Et ça, je pense pas qu'on l'avait imaginé. Alors, c'est très, très serré. Hein. Ça peut aller très vite jusqu'à Cleveland qui est dans le play-in. Tu perds 2 fois, ils gagnent 2 fois. Ça peut changer très vite, mais malgré tout, je pense qu'il faut garder le positif. Et moi, ce que je retiens de ces matchs-là, c'est qu'on a quand même un visage, on a quand même maintenant une bonne idée pour l'instant de ce à quoi ressemblent ces Raptors sur la saison. En 35 matchs, les Raptors sont la 5e défense de la ligue. On a vu que ça a mis du temps à s'installer, mais maintenant c'est vraiment là. Et je pense que les Raptors peuvent vraiment s'appuyer sur cette très bonne défense. On l'a vu dans les matchs contre les Warriors et contre le Magic. Contre le Magic, les Raptors ont très très mal commencé. Ils ont encaissé un 29-18 dans le premier quart-temps, mais ils ont fini le 4e quart-temps sur un 23-12. Ils n'ont encaissé que 12 points dans le 4e quart-temps. Contre les Warriors, on l'a vu également, ce 5-19 en prolongation. Et par contre, là, ça a été plus compliqué contre les Warriors défensivement, même s'ils n'encaissent que 22 points dans le 4e quart-temps. Ils arrivent toujours quand même à resserrer le jeu quand ça compte. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'on a une attaque qui a du mal à se mettre en place, notamment en premier quart-temps, parce que je trouve pas que les Raptors démarrent mal leur match défensivement, la plupart du temps, surtout contre les bonnes équipes. Mais par contre, ça met du temps à se mettre en route en attaque. On peut regarder le nombre de points inscrits en premier quart-temps lors de tous ces matchs-là.
Alors, contre les Warriors, c'était un peu différent parce qu'ils ont mis 33 points. Mais contre le Magic, c'est 18 points en premier quart-temps. Et contre Denver, c'est 23 points, un 32-20. Donc là, même la défense, ça a été plutôt compliqué dans ce match-là. Et on espère que RJ Barrett va régler des choses. Mais on se rend compte malgré tout que RJ Barrett ne fait pas tout. Qu'il y a d'autres facteurs qui font que cette attaque fonctionne moins bien, notamment l'adresse à 3 points qui est très très variable d'un match à l'autre et surtout les performances du banc. Mais ça, on en a déjà parlé, les performances du banc, malheureusement, c'est lié à la jeunesse de l'effectif. Darko Rajakovic l'a encore rappelé, les Raptors sont la 9e équipe la plus jeune de la NBA et c'est surtout le banc, comme tu le disais la dernière fois, j'allais dire l'année dernière, mais c'était l'année dernière, comme Patrick le disait l'année dernière, le banc des Raptors, c'est que des joueurs de première, deuxième et troisième année. Il n'y a aucun joueur d'expérience, à part peut-être Mamou Kelashvili, mais même lui, en soi, même s'il a plus d'expérience, en tant que joueur qui joue régulièrement, il n'a pas beaucoup plus d'expérience. Et du coup, tout ce monde-là est très, très irrégulier. Et malheureusement, les performances des Raptors, elles dépendent énormément de ce banc. Et comme tu l'as dit, ça a été une catastrophe contre Denver. 0 sur 18 à 3 points. On pensait qu'on était à 1 sur 19. Mais le tir à 3 points de Jamison Battle n'a pas été compté comme un tir à 3 points, malheureusement. Donc voilà, le profil de ces Raptors pour l'instant qui ressort encore sur ces matchs. Et on va voir ce que ça donne sur la suite. L'avantage, c'est que les Raptors récupèrent RJ Barrett, qui quand même, comme tu l'as dit, avec ce que Scottie Barnes a dit, facilite beaucoup de choses. On a vu Scottie Barnes qui est obligé de jouer poste 5, mais du coup, poste 5, ça lui permet de faire des pick and roll. Et on a vu, il parlait de passes faciles pour lui, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. RJ Barrett qui réussit les passes là où Quickly, on voit qu'il a du mal sur les pick and roll. Pourtant, Quickly, ça marchait avec Jakob Poeltl. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne peut pas marcher avec Scottie Barnes, mais il a beaucoup de mal à faire des passes décisives sur les pick and roll pour le joueur qui roule vers le cercle. Ça reste compliqué pour lui, je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, les Raptors qui affichent un visage qu'on a pour l'instant identifié. Très bonne défense, la 5e de la Ligue, mais une attaque qui est redescendue 20e de la Ligue. Mais une bonne nouvelle aussi, c'est quand même que les Raptors continuent, en dehors du match de Denver, à être bons dans les moments décisifs de ce qu'on appelle le clutch time. Ouais, mais je me demande cette justement différence au niveau de l'attaque. Est-ce que ça correspond avec l'absence de Yak ? Peut-être, parce qu'il y a quand même, offensivement, il joue un grand rôle. C'est vraiment un des facilitateurs de l'attaque des Raptors. Peut-être ça, avec son retour, parce que peut-être d'ici une semaine, il sera de retour. On va voir s'il y a une différence. Oui, ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller parce que quand même, que ce soit CMB, que ce soit Scottie Barnes, ils jouent des postes qui ne sont pas les leurs. Donc, ils jouent le poste de centre. Et donc, avec le retour de Yak, peut-être ça va un peu faciliter l'attaque parce que Yak, quand il joue avec Quickly, c'est un autre Quickly qu'on voit au niveau de l'attaque. Au niveau de la défense, on n'en parle même pas parce que Yak, vraiment, il tient bon en défense. Donc, on va voir avec son retour ce que ça va donner au niveau de cette attaque des Raptors. Quand même, c'est une grosse absence de ne pas avoir Yak dans cette équipe des Raptors. Mais en tout cas, d'ici une semaine, on aura une réponse. C'est ça, parce que c'est vrai qu'il avait quand même été plutôt là dans la belle série de victoires face à des équipes quand même un peu faibles, affaiblies, mais il était quand même là. J'arrive pas à me rappeler exactement quand ça a vraiment commencé à être plus compliqué pour son dos, mais il y a eu une période où Yak était sur le terrain régulièrement. Il n'était pas là en début de saison quand ça allait pas aussi. Ensuite, il est revenu, ça allait beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'il y a eu la blessure de RJ, mais il y a eu aussi l'irrégularité de Yak à la fois sur le terrain et à la fois en dehors quand il ne pouvait plus jouer. Donc ça va être vraiment à suivre parce que tu as raison, il libère énormément d'espace, mais à tout le monde en fait. C'était là avant. Oui, passé un temps, il était le meilleur joueur en screen assist, en passe décisive sur des écrans. C'est pas un truc qui est compté vraiment dans les stats officielles, mais c'est quelque chose qui est comptabilisé sur les sites de statistiques avancées. Et c'est vrai qu'il apporte énormément à ce niveau-là. Donc, affaire à suivre, mais tu pointes du doigt un bon point à suivre lorsque, on l'espère, Jakob Poeltl va revenir. Là, ils ont vraiment décidé de le mettre en repos complet. Et c'est pour ça, justement, c'est une belle transition, Patrick, vers le joueur de la semaine. Les Raptors, pour compenser cette absence de Yak, et pourquoi pas, si ça marche ensuite, le garder en tant que remplaçant de Jakob Poeltl, ont signé Mo Bamba,
pour un contrat d'1 an qui ne sera garanti qu'à partir du 10 janvier. Ouais. Donc, ce qui pourrait laisser le temps à Yak de revenir. Et s'il trouve qu'il n'a pas fait l'affaire d'ici là, il pourrait ne pas le conserver dans l'effectif. Mo Bamba qui est quand même au centre de l'attention alors qu'il n'a joué que 4 minutes lors de son premier match où il venait de descendre de l'avion limite. Il ne s'était jamais entraîné avec ses coéquipiers. Mais il a quand même beaucoup fait parler, que ce soit chez les autres journalistes ou même sur les réseaux sociaux auprès des fans. Il y a les fans qui sont un peu mesurés et qui disent « Attendez les gars, il vient juste d'arriver, il n'a pas pris un rebond lors du premier match. Oui, il est tombé sur la première possession. Il a fait un contre, voire 3. Il y a encore le débat là-dessus parce que les statisticiens à un moment avaient donné 3 contre, mais au final, sur la feuille de match, on n'en a qu'un. Le match suivant, il n'a pas joué. Qu'est-ce que tu tires un peu de tout ça? Quelle est un peu ta vision de cette arrivée de Mo Bamba? Moi, je pense qu'il faut être sage et se dire, donnons-lui le temps, même s'il ne va pas avoir énormément de temps. Oui. Ne jugeons pas sur 4 minutes arrivées. Et ensuite, oui, Darko ne l'a pas fait jouer parce que peut-être qu'il estime qu'il n'est pas prêt, tout simplement. C'est ce qu'il a vu lors du premier match. C'est ça. Donc, peut-être les fans espèrent que c'est le sauveur des Raptors, mais quand même, il répond à un besoin. Parce qu'on en avait parlé pendant longtemps que les Raptors ont besoin d'un joueur de taille qui peut protéger donc le cercle, qui peut un peu alléger Yak quand il n'est pas sur le terrain. Et puis, même une semaine avant que les Raptors signent Mo Bamba, on avait parlé de lui parce qu'on l'avait vu dans le G-League Showcase. Et puis, il a complètement dominé. Ils ont même battu les Raptors 905, leur seule défaite de l'année jusqu'à présent. Donc, il répond à un besoin. C'est un besoin de taille parce qu'il a quand même 7 pieds. Il peut prendre des rebonds. Il peut protéger le cercle. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des miracles parce qu'il a joué un match. Le match, alors qu'il ne s'est jamais entraîné avec l'équipe. Il est arrivé la veille à 19h. Il y a même Michael Grange qui a dit qu'il a perdu. Non, je sais pas, c'est Josh qui a dit qu'il avait même perdu ses valises. Il a dit lui-même que heureusement il avait ses chaussures en main, sinon il aurait même perdu ses... Donc il faut vraiment donner le temps à ce joueur de s'adapter, de connaître le système et puis Mais je pense que il répond à un besoin. Et le fait que son contrat ne soit pas garanti, donc ça donne 2 semaines de le tester, de voir ce qu'il peut faire et de voir s'ils peuvent le garder ou pas. Et donc, s'il faut le garder, il ne faut pas s'attendre qu'il joue tous les matchs. Parce que, moi je m'attendais parce que si par exemple Denver allait avoir Jokic, et Jonas Valanciunas, là, on a vraiment besoin d'un backup de grande taille, donc il peut jouer. Mais il y a d'autres qui n'ont pas d'un centre donc de grande taille. Donc là, il ne pourra pas jouer parce que CMB, Scottie Barnes peuvent jouer au poste 5. Donc c'est juste avoir quelqu'un juste pour une assurance au cas où on a besoin de quelqu'un de grande taille. Mais pourquoi pas? Donc le fait que peut-être qu'il y a de grandes attentes sur Mo Bamba parce qu'il a été drafté quand même dans le top 10, top 5 je pense de la draft. Mais après quelques saisons, là il s'est retrouvé en G-League. Donc peut-être les gens sont un peu sceptiques. Mais il pourrait bien réussir dans le système Darko, on ne sait jamais. Donc, donnez-lui la chance. Là, quand même, il s'est entraîné avec l'équipe. Aujourd'hui, je l'ai vu à l'entraînement. Donc, il a quelques jours avec le coaching staff. Il s'est entraîné. Donc, donnez-lui du temps pour qu'il puisse au moins jouer. Puis, on va juger justement de ce qu'on va voir sur le terrain. Et puis, 2 semaines à NBA, ça passe très vite. Même 2 semaines, ce n'est pas assez pour juger sur son... Moi, je reste optimiste que on avait besoin d'un centre, ils l'ont eu. Donnons-lui la chance de pouvoir voir ce qu'il peut faire. Et comme on en discute souvent avec Patrick, les dirigeants savent ce qu'ils font. Ben oui. Il faut arrêter de vouloir jouer les dirigeants là. Oh, le front office il est nul, il sait pas ce qu'il fait. Ils ont quand même des scouts en G-League, en NBA. Si Mo Bamba a été recruté, c'est que c'était la meilleure option possible à cet instant-là, en fait. Au moment où ils ont décidé que Jakob Poeltl allait être mis totalement au repos, ils ont évalué toutes les possibilités qu'ils avaient dans la G-League. Ils ont dû regarder qu'est-ce qu'a fait Olivier Sarr,
contre qui il a joué, et bah tiens, lors du showcase, Mo Bamba l'a totalement dominé. Bah voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des autres joueurs dispo actuellement? Pas vraiment. Dans la G-League, c'est le meilleur pivot de la meilleure équipe de G-League actuellement, celle qui a gagné le showcase en tout cas, puisque les 905, qui sont l'autre meilleure équipe de G-League, se sont fait dominer à l'intérieur par ce joueur-là. Donc, et il ne faut pas oublier aussi l'aspect financier. Bien sûr. Parce que les Raptors ont quand même de gros contrats, donc ils sont prudents par rapport aux dépenses qu'ils doivent faire. Donc ils n'ont pas dit combien Mo Bamba sera payé, mais ils doivent tenir en compte des aspects justement financiers, parce que s'ils engagent quelqu'un qui va leur coûter cher... Non, c'est ça. Ça va être compliqué. Des fois, je vois des personnes qui disent aller chercher un centre en Europe et tout ça, mais il faut savoir que maintenant, les meilleurs centres en Europe touchent beaucoup d'argent par rapport à ce que les Raptors peuvent leur offrir. Exactement. Et il y a des joueurs qui quittent la NBA pour aller en Europe, ils sont bien mieux payés en Europe. Pourquoi Nando De Colo n'est jamais revenu en NBA? Parce qu'il est devenu une star en Europe, il était bien mieux payé qu'à l'Olympiakos et tout ça, qu'en Russie, que ce qu'il aurait touché en NBA en étant un role player. Donc les Raptors, je pense qu'ils ont évalué ce qu'ils pouvaient avoir, et en fait c'est la meilleure solution possible. Alors ce qui est drôle, pour revenir à ce que tu disais, c'est que vraiment, du côté des fans, c'est très partagé. T'as ceux qui disent pourquoi il joue pas plus, il répond à des besoins, mais qui, je trouve, en attendent beaucoup, comme tu disais. Et t'en as d'autres qui se basent sur ce qu'il a fait avant, et à mon avis ne regardent pas la G-League, en disant « Oh, il est soft, il a jamais rien fait en NBA, pourquoi on prend ce joueur ? Regardez, premier match, il n'a pas pris un rebond. Forcément, on montre l'image où il est face à tout le monde au rebond, il bloque le centre, mais il y a un autre joueur qui prend le rebond. Attendez, vous voulez qu'il bloque tout le monde ? Il n'a pas des bras de 4 mètres pour box out la moitié de la raquette des Raptors. Donc, on lui est tombé beaucoup dessus. Première occasion du match, malheureusement, il tombe, il trébuche face à un autre joueur. Même... Je trouve que des confrères ont été très très sévères avec lui en le critiquant, alors que il a joué 4 minutes. Oui, il y a eu -9 sur ces 4 minutes, mais il n'était pas tout seul sur le terrain. Et comme on en parlait aussi un petit peu avant l'émission, on a tendance à trop individualiser le basket. C'est que les -9, c'est pas que pour Mo Bamba, c'est pour Jacoby Walter qui était avec lui et les autres joueurs. Je ne sais plus exactement qui était sur le terrain en même temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où il est rentré, les Raptors, ils étaient catastrophiques dans cette rencontre. Donc, c'est très très sévère contre lui. Et de l'autre côté, et oui voilà, du coup il y a les deux côtés. Il y a ceux qui en attendent un petit peu beaucoup trop et qui disent que pourquoi Darko ne le fait pas jouer? Bah peut-être parce qu'il n'est pas prêt. Et les autres qui il n'est pas prêt, c'est clair, et le critique déjà à outrance. Donc c'est un peu triste de voir, mais bon, c'est la réalité des réseaux sociaux. Moi, ce qui me déçoit plus, comme je te disais, c'est des confrères qui ne lui donnent même pas sa chance. C'est ça. Alors que je suis sûr qu'ils ne regardent pas la G-League et qu'ils se basent justement sur ce qu'ils ont vu de lui il y a peut-être 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'était plus en NBA, donc c'est un peu dommage parce qu'en plus, comme tu dis, il n'a pas un contrat garanti, donc je pense qu'il va être motivé et il va faire ce qu'il a à faire et puis on verra ce que ça donne. Un autre joueur très critiqué, on va passer à la question du jour et celle-là, elle va être assez piquante. Patrick, ce joueur tourne à 6,1 points par match. 6,1 points. Au mois de décembre, il tourne à 5,4 points. Il tourne à 28,6% à 3 points. Au mois de décembre, sur la saison, il est à seulement 30% alors qu'il a été repêché pour être un spécialiste du tir à 3 points. Je parle bien sûr de Grady Dick, Patrick. Est-ce que les Raptors, là on a parlé de plusieurs trades dans les différentes émissions précédentes pour se renforcer. Grady Dick touche 6 millions par saison, ça peut être un asset. Il peut être ajouté à Agbaji, ça fera 12. Les Raptors doivent-ils abandonner le projet Grady Dick ? Moi, je pense que non, parce que il faut quand même comprendre le contexte. Quand ils l'ont eu, les 2 premières années, il a joué beaucoup plus de temps. Mais l'année passée, il était même titulaire. Donc, il jouait à peu près 30 minutes par match. Et donc, là, tu joues plus longtemps. C'est ça, 29,4 minutes la saison dernière. Voilà. Et il tournait à 14,4 points. Exactement. Donc, mais il y a bien sûr une adaptation, un nouveau rôle, c'est ça que tu as exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que tu joues 29-30 minutes, tu as le temps de faire des erreurs, de marquer. Mais là,
avec l'arrivée de Brandon Ingram, et puis aussi le fait que les Raptors, là, l'aspect développement, ils sont à un temps où ils veulent gagner. Donc, ils ne vont pas faire expérimenter des choses. Donc, il y aura des rôles bien définis. Alors, du coup, son temps de jeu est diminué. Deuxièmement, il n'est plus titulaire. Il sort du banc. Et puis, il a un temps limité de performer. Et donc, il y a des joueurs, comme a dit Darko, qui ont de la difficulté à s'adapter à ce genre de choses. Pour les fans des Raptors, vous vous souvenez, il y a plusieurs années, on a eu José Calderón qui était meneur sur le banc. Il y avait le meneur titulaire à l'époque, c'était TJ Ford. Et TJ Ford s'est blessé. Quand il s'est blessé, Calderón est devenu titulaire. Il a explosé. Il a explosé comme meneur principal des Raptors. Et puis TJ Ford, quand il est revenu, le coach lui a dit on va garder le rythme, tu vas sortir du banc. Et il était médiocre. Il ne pouvait pas jouer parce que pour lui, être titulaire, c'est être dans le rythme, c'est avoir plus de temps, d'avoir donc la balle en main. Mais sortir du banc, c'était impossible pour lui. Donc, ils ont dû faire un trade. TJ Ford est parti. Et il y a des joueurs qui sont comme ça, qui ont besoin de commencer le match, qui ont besoin d'avoir le ballon dans leurs mains. Peut-être Grady Dick, c'est le cas. Donc, et il ne faut pas oublier que Grady Dick a fait seulement une seule saison à l'université. Donc, il vient de l'école secondaire à l'université. Et puis, chaque fois, c'est l'homme de la situation. Il est parmi les meilleurs. Tu arrives dans la ligue. Là, tu es le 6e, 7e homme du terrain. Donc, il y a des gens où ça prend du temps pour s'adapter. Moi, je pense que ce serait bien de le garder, de voir ce que ça donne. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quel Grady Dick va être là. Parce qu'il y a des matchs, quand il entre, il fait des... Comme le match contre les Warriors, c'était... Il a gardé les Raptors dans le match. 15 points en première mi-temps, c'était... Heureusement qu'il était là, sinon les Raptors ne seraient pas arrêtés au match. Et puis, il y avait des journalistes, des collègues qui ont vu Grady Dick ne pas jouer un 4e quart-temps. Ils disaient non, il faut le mettre dans le terrain, il faut le mettre. Donc, on ne sait pas quel Grady Dick va être là, mais je pense qu'il faut lui donner une chance. Et puis, la NBA, il faut beaucoup d'années pour. Tout le monde n'est pas Cooper Flag. Tout le monde n'est pas LeBron James, Kevin Garnett. Donc, il y a des gens où ça prend du temps, 2, 3, 4 ans avant qu'on voit le potentiel. Donc, jusqu'à présent, les Raptors lui font confiance. Et donc, moi, je pense que ce serait bien de le garder parce que quand les tirs vont commencer à entrer, ils ont absolument besoin de Grady Dick parce que les tirs à 3 points, c'est un vrai problème pour les Raptors. Donc, s'il peut traverser cette saison, cette partie de la saison où c'est difficile pour lui, et pourquoi pas? Je vais illustrer un petit peu tout ce que tu as dit parce que c'est très intéressant. Il passe de 30 minutes à 15 minutes par match déjà. Donc ça, c'est divisé par 2. Et ses tirs sont plus que divisés par 2. Il prenait 12 tirs l'année dernière. Il en prend plus que 5,2. Le pourcentage est passé... Le pourcentage n'était pas bon au global l'année dernière. Il était à 41%. Cette année, il est à 39%. Donc là, il n'y a pas une grosse différence, mais juste la différence, c'est qu'il prenait beaucoup plus de tirs, donc c'est pour ça qu'il était à 14 points. Il a eu un début de saison aussi assez fantastique, c'est ça qui peut laisser aussi garder espoir, parce qu'après il s'est blessé, et ça a été plus dur il n'est même pas revenu, je crois. Il n'est pas revenu. Non, ça a été un bon début de saison, une période compliquée après une blessure, et là il est un petit peu du coup sur cette pente descendante depuis cette blessure, on espère qu'il va la remonter, et à 3 points, il prenait quand même 6 tirs par match à 3 points la saison dernière, à 35%. Et là, malheureusement, c'est divisé par 2, 2,8 tirs à 3 points. Et il est malheureusement que à 30% sur la saison. Je suis sûr que c'est pas ce qu'on attend de lui. Mais moi, ce qui me fait être optimiste, en fait, bien sûr, il est passé de 14 à 6 points maintenant. Il marque même moins de points que sa saison rookie. Il était à 8,5 sa saison rookie, alors qu'il avait une saison rookie très compliquée au début aussi. Il était monté en puissance petit à petit. Ce qui me fait rester optimiste, c'est que déjà, il a des très bons chiffres de on-off. Quand il est sur le terrain, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un problème pour l'équipe. L'équipe n'est pas moins forte quand il est sur le terrain. Ils en parlaient d'ailleurs dans Pull Up Trey, nos amis Samson et Trey.
il a un excellent ratio d'interception. Donc les Raptors font exprès d'ailleurs, et c'est très intéressant parce que je n'avais pas étudié cette notion de peel switching, et en fait c'est faire exprès de se laisser driver, tenter l'interception, et ensuite switcher sur le joueur dans le coin, pour que le joueur qui est dans le coin fasse l'aide. Et apparemment, de plus en plus d'équipes en NBA font ça, notamment dans les finales NBA, c'était beaucoup utilisé par Indiana et OKC. Donc, les Raptors utilisent beaucoup ce peel switching. Et en fait, ce qui fait que Grady est plutôt bien intégré dans la défense. Donc, ça, c'est la première chose. Même si je ne dis pas que c'est un excellent défenseur, je ne dis même pas que c'est un bon défenseur, mais ils arrivent à faire en sorte qu'il ne soit pas négatif en défense. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est toujours respecté par les défenses adverses. Ouais. Si Grady Dick est dans le coin, il va toujours étirer le terrain. Ça, c'est très important parce qu'il permet aux autres joueurs de driver. C'est la même chose avec Mamouk Elashvili qui connaît un coup de mou à 3 points, mais ce sont des joueurs qui sont respectés à 3 points. Jusqu'à ce que les équipes décident qu'ils ne sont plus respectés, mais pour l'instant, il est toujours respecté à 3 points. Ensuite, comme tu dis, il y a vraiment des flashs sur certains passages où, en dehors de la réussite à 3 points, le tir à mi-distance, la réussite au panier, ça, c'est très variable aussi. C'est ça qui est très variable chez lui. Et les finitions en contre-attaque, ça, c'est un problème. Ah oui, c'est un problème, ouais. Les choix en contre-attaque, c'est pas bon du tout. Mais ça peut s'améliorer. Parce qu'il nous l'a montré qu'il avait des finitions au cercle. Je pense que ça peut s'améliorer. Et le 3 points, j'ai envie de vous dire, c'est un shooter, ça va revenir. Ça va revenir. Ça doit revenir. Oui. On ne peut pas avoir un shooter comme lui à 30% sur toute la saison. Ça va venir. Et je pense que ça va se rééquilibrer. Et peut-être qu'en deuxième partie de saison, on va avoir un Grady à 40%. Et peut-être même il va avoir une période où il va marcher sur l'eau. Mais c'est ça que j'ai envie d'espérer. Et c'est pour ça que moi, ma réponse à la question du jour, c'est non. Je ne veux pas abandonner le projet Grady Dick tout de suite. Parce que je serais hyper frustré si Grady Dick part dans une autre équipe et il explose ailleurs. Oh, ce serait dommage. Mais aussi un autre aspect à considérer, c'est que, comme tu avais dit au début de l'émission, on fait confiance au staff. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tu te rappelles, quand ça n'allait pas dans sa saison rookie, Darko a dit qu'ils ont mis un programme en place pour lui. Donc, il y avait un programme qui a été mis au milieu de la saison, où il y a même une partie où il était parti en G-League. Exactement. Ça faisait partie justement de ce programme pour que physiquement il soit plus fort, parce qu'il disait c'est presque un adolescent à l'époque, donc il fallait justement faire un programme spécifique pour lui. Donc sûrement que tous les joueurs, ils ont un projet de développement interne qu'ils font, qui peut-être ça va prendre du temps pour que ce qui est en train de former dans Grady puisse être vu peut-être au mois de février, au mois de mars, on ne sait pas. Donc, j'écoute souvent le podcast de Steve Nash et de LeBron James. Steve Nash dit toujours, si vous n'êtes pas dans les coulisses, vous n'avez pas assez d'informations pour juger. Donc, il y a des choses qui se font que Darko ne va pas nous dire. Que ce soit pour Grady Dick ou quelqu'un d'autre. Et nous, ce qu'on juge, c'est juste les 4 cartons qu'on les voit sur le terrain, mais tout ce qui est développement, tout ce qui est plan qu'ils ont fait avec l'assistant coach. C'est comme l'avant-dernier match, on lui avait posé justement sur Jacoby, le nombre d'interceptions qu'il fait, la défense qu'il fait. Il a dit qu'il travaille tout le temps sur ça avec le coach serbe, l'assistant coach Simonovic. C'est ça. Donc nous, on voit le résultat sur le terrain, mais on ne sait pas combien de mois ça a pris pour que Jacoby puisse faire justement la performance qu'on voit. Donc il y a tellement de choses qui se font en coulisses que nous on ne sait pas, et que ça va venir avec le temps qui développe cet aspect de jeu. Mais je pense que il nous a prouvé, Grady Dick nous a prouvé qu'il n'est pas juste un shooter. Donc son énergie, moi quand je vois l'effort qu'il fait en défense, c'est quelque chose qui est quand même bon à voir, contrairement à ce qu'on a vu de Luka aux Lakers, où il est vraiment paresseux, mais au moins on voit qu'il fait l'effort. S'il ne rate pas son tir, au moins le coach est là pour dire ok, continue, ça va venir. Quickly, c'était la même chose au début de la saison. Il ne mettait rien, mais à un certain moment il y a eu un clic et ça a commencé à venir. Donc
les shooters, moi, comme tu as dit, moi, je ne m'inquiète pas du tout. Donc, avec le temps, on va voir notre Grady Dick, mais on fait confiance au staff. Et puis, c'est quand même un bon joueur, un bon tireur. Et puis, il est fun, il est bien intégré dans l'équipe. Moi, je ne m'inquiète pas du tout. Très bien, on va pas s'inquiéter et sans pression. On va aller en pause. On se retrouve juste après la pause. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1. C'est Franco Raptors. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole. Toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour sur Choc FM 105.1. Mike Laviole, Patrick Bizindavi, c'était toujours votre duo pour Franco Raptors. C'est l'épisode 15 de la saison 2, le premier de 2026. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, après la pause, on vous souhaite de nouveau une très belle année 2026 avec beaucoup de victoires des Raptors. Patrick, on va se pencher sur le calendrier à venir, mais avant cela, on va se pencher sur la rencontre à venir pour les Raptors. Les Raptors qui vont affronter les Hawks d'Atlanta à 2 reprises. C'est dès ce samedi et ce sera également lundi. Les Hawks d'Atlanta qui affichent un bilan actuellement de 16 victoires pour 19 défaites. Ils avaient enchaîné une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défaites avant de battre les Wolves du Minnesota. Et ils jouaient hier, vendredi, au moment où on enregistre, le match ne s'est pas déroulé, contre les Knicks de New York. On espère une défaite. Et ils affrontent les Raptors, du coup, d'un jour à l'autre, en back-to-back, comme on dit en anglais. Pour être complet, les Hawks, cette année, sont 13e au niveau des attaques. Donc, c'est une meilleure attaque que les Raptors qui sont actuellement 20e. Et c'est 17e au niveau de la défense. Les Raptors qui sont la 5e défense. Ils sont meilleurs sans Trae Young. Et la nouvelle, c'est que Trae Young, il sera peut-être de retour. Je crois qu'il était questionable pour le match contre New York. S'il n'a pas joué contre New York, il y a des possibilités qu'il joue contre Toronto. Mais ça serait peut-être mieux qu'il soit là en vrai. C'est ça, parce que les Hawks perdent quand il est, quand il est sur le terrain et ils gagnent quand il n'est pas là. Exactement. Alors, pour revenir au match, moi, j'avais beaucoup d'espoir pour l'équipe d'Atlanta parce qu'ils ont quand même eu de bons joueurs cet été. Mais les blessures, Porzingis qui est malade, donc ils n'ont pas eu le temps vraiment d'intégrer les nouveaux éléments avec les éléments qu'ils avaient. Ils avaient bien eu de bons éléments dans la draft. Et donc, l'équipe, c'est vraiment une des équipes les plus décevantes de l'Est parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment au moins dans le top 10 à l'Est. Mais là, ça ne va pas du tout. Mais ça reste quand même une équipe NBA. Il faut vraiment les prendre au sérieux. Et puis, historiquement, on les a battus, je pense, déjà 2 fois. On les a déjà battus 2 fois chez eux. Chez eux. Et là, on les joue 2 fois chez nous. Donc, je pense que ce sera les dernières rencontres. C'est les 2 derniers matchs, sauf si on les rencontre. Donc, si on garde le même le premier match, c'était une grosse différence là. Le tout premier match de la saison, c'était contre Atlanta. C'est une différence de plus de 30 points, je me rappelle plus. Mais donc, il faut espérer que les Raptors vont jouer mieux que le match de Denver. Donc, on espère que le banc sera là et que donc on pourra, avec le retour de RJ Barrett, pour les 2 matchs, je pense qu'il va jouer les 2 matchs parce que c'est pas un back-to-back. Donc, un match samedi, un autre lundi. Donc, il y aura le dimanche donc en intervalle. Donc, si RJ est là, et que maintenant il a retrouvé le rythme de jeu, je pense qu'il peut jouer un match. Donc c'est un match qui peuvent vraiment, sur les 2 matchs, ils peuvent gagner les 2 carrément, sur papier. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc il faut, pour moi, la clé, c'est de bien commencer le match. Parce que les 3 matchs qu'ils ont joués, ils commencent donc derrière, ils font le push vers la fin du match pour essayer d'égaliser, de gagner. Donc, s'ils jouent bien, premier, deuxième quart-temps, là, on va dire, OK, ça va.
Mais ça reste une équipe NBA, ça reste qu'ils peuvent gagner. On a vu ça contre Washington. Donc, il faut vraiment être prudent, ne pas déclarer la victoire avant de rencontrer les Hawks. Faut pas vendre les plumes du faucon avant de l'avoir tué. Exactement. Ça, c'est bien dit. Je te suis complètement. Sur le papier, c'est 2 matchs à prendre. Mais on connaît la difficulté aussi de jouer 2 fois contre la même équipe d'un match à l'autre. Donc, ça va être quand même compliqué. Il faudrait gagner le premier, moi, je pense, parce que là, tu peux enchaîner. Si tu perds le premier, il faut absolument gagner le deuxième. Là, ça peut devenir encore plus compliqué. Le duel, pour moi, à suivre, ça va être Scottie Barnes contre Jalen Johnson. Jalen Johnson qui fait une superbe saison. Il a des meilleurs stats que Scottie Barnes sur le papier. Mais bon, il y a toujours l'aspect défensif qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Mais je pense que ça va être vraiment le duel à suivre. À l'extérieur aussi, Nickel Alexander-Walker qui fait une très belle saison. Tu parlais de leur recrutement, c'est très très bien. Il y a Zachary Risacher qui est en grande difficulté par contre depuis quelques temps. Il est très critiqué. Malheureusement, il porte le poids d'avoir été numéro 1 du repêchage. Qui était un costume un peu trop grand pour lui à mon avis. Mais attention, il peut toujours nous sortir un bon match, notamment défensif. Ça va être intéressant de le surveiller, notamment face à Brandon Ingram. Et puis, le secteur intérieur, là, je ne sais pas si on va voir Mobamba, puisque à part au Congo, c'est pas très grand de leur côté. Ouais. Donc, à mon avis, on va continuer avec CMB, avec Mamou et avec Scottie Barnes à l'intérieur. Ça sera intéressant à suivre. Et puis, bien sûr, une des clés du match, au-delà du début de match, ça sera le banc des Raptors qui doit vraiment se racheter de cette performance médiocre. Il n'y a pas d'autre mot, c'était médiocre face aux Nuggets alors qu'ils jouaient contre le banc du banc. Ils jouaient... Les joueurs du banc étaient déjà titulaires du côté des Nuggets. On a fait appel à... S'il y avait un rookie... Il y avait des gens de la G-League. Il y avait des gens de la G-League. Donc là, vraiment, les remplaçants des Raptors nous doivent une revanche dans ce match-là. On ne va pas aller plus loin que ça parce qu'on doit se pencher maintenant sur le calendrier à venir jusqu'à la pause du match des étoiles, du All-Star Game, comme on dit en anglais. Et c'est un total de 20 matchs jusqu'au 11 février qu'on va scruter. On va partir sur le mois de janvier. Le mois de janvier, Patrick, il est quand même compliqué pour les Raptors. C'est 15 matchs pour les Raptors, 6 à domicile et 9 à l'extérieur, avec notamment ce qu'on appelle en anglais les road trips, les voyages où on enchaîne les villes à l'extérieur. Et celui-là, il est à l'ouest. Ce sera du 18 janvier jusqu'au 25 janvier. C'est pas sur une grosse période, hein. C'est 7 matchs. C'est 16 janvier avec les Clippers. Mais c'est à domicile contre les Clippers. Ah, ok, c'est vrai. Okay. Heureusement, parce que ça serait très très long sinon. Les Raptors qui vont jouer le 16 janvier contre les Clippers et ensuite qui vont partir 18 janvier Lakers, 20 janvier Golden State, back-to-back Sacramento le 21, le 23 Portland, le 25 Oklahoma City. Tu termines en tapant les champions et tu rentres New York à domicile et un déplacement à Orlando. Avant cela, il y a 2 confrontations de suite à domicile contre Atlanta, c'est les matchs dont on a parlé, et ensuite 2 déplacements, Charlotte, Boston, et 2 réceptions, Philadelphie. Et avant ce petit match contre les Clippers, il y a un déplacement à Indiana. Patrick, comment tu vois ce calendrier? Quel bilan tu imagines pour les Raptors? Moi j'ai dit 7 victoires, 8 défaites. Parce que c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de matchs et puis ils sont beaucoup plus à l'extérieur. Mais en regardant le calendrier, je me suis dit il faut absolument battre Charlotte. Parce que ça a été vraiment... ils nous ont battus 2 fois. Ils ont déjà... Donc là, il faut vraiment une revanche. Donc s'il y a une victoire à prendre, ce serait Charlotte et aussi Boston. Parce que chaque fois qu'on joue contre Boston... je sais pas, ils ont la potion magique pour battre les Raptors. Donc je me suis dit, sur 15 matchs, 7 sur 8, ce serait bon. Mais dans les 7 victoires, j'aimerais bien qu'ils gagnent contre Charlotte et Boston. Le reste, on aura Philadelphie 2 fois, ici à la maison. Donc ce serait bien de battre Philadelphie aussi. Mais il y a des matchs où sur papier,
Sacramento, ça fait un moment que ça ne va pas du tout. Et Portland, on ne sait jamais. Mais si on peut battre Portland, ce serait bien. Mais le reste, c'est vraiment difficile. OKC, New York, Orlando, c'est vraiment de gros morceaux. Et puis Golden State, ils seront chez eux. On les a battus ici, mais chez eux, ça pourrait être autre chose à cause des fans. Donc, tout ça, je me dis 7 sur 8, c'est faisable. J'étais un poil plus optimiste, mais parce que je pense que ça va être compliqué. Je suis parti du principe qu'on va réussir à battre Atlanta 2 fois parce qu'on avait déjà réussi à le faire chez eux. Mais là, c'est 2 matchs l'un à la suite de l'autre. On sait que les ajustements sont parfois compliqués à gérer. Je suis parti sur 2 fois Atlanta et la revanche contre Charlotte. 1 sur 2 contre Philadelphie, donc là on est déjà à 4 victoires. Indiana, il faut absolument prendre. Ouais. Donc on serait à 5 victoires. 6 victoires avec Sacramento, il faut absolument le prendre. 7 victoires avec Portland, on les a battus à la maison. Je pense que c'est quand même une grosse équipe, donc ça peut être une défaite. C'est là où ça peut faire la bascule avec toi. Je serai à 7 victoires et ensuite Oklahoma, New York, Orlando, il faut en prendre un. Un sur les 3. Un exploit sur les 3, parce que pour moi les 3, c'est un exploit de gagner ces matchs-là contre des équipes qui sont plus fortes. Orlando, ils ont réussi à le faire à la maison, mais ils vont avoir l'esprit revanchard chez eux. Mais le plus probable, c'est 7. C'est ton pronostic. J'ai voulu être un petit peu plus optimiste, mais pas bien plus. Donc à la fin du mois de janvier, Patrick, les Raptors, pour toi, ils seraient en 27-23. Et de mon côté, ils seraient en 28-22. Donc, ils auraient gagné une victoire de plus par rapport aux défaites. Et toi, ils auraient perdu une victoire par rapport aux défaites. Mais ce serait toujours un bilan tout de même intéressant. Et ensuite, parlons du juste le début du mois de février. 5 matchs à domicile jusqu'au All-Star Break. Oh, wow. C'est intéressant. Réception de Utah, Minnesota, Chicago, Indiana et Détroit. Après, c'est All-Star Break. Et on termine avant le All-Star Break par Détroit. Grosse confrontation. On verra où on est Détroit d'ici là. Est-ce qu'ils sont toujours en tête? Est-ce qu'on s'est rapproché d'eux? Est-ce qu'ils ont un peu descendu? Ça va être très, très intéressant. Donc, 5 matchs à domicile. Patrick, qu'est-ce que tu vois pour ces 5 matchs? D'abord, l'équipe de Utah, c'est une équipe qui n'est pas dans les premiers à l'Ouest, mais ils ont quand même eu de bons matchs dernièrement. C'est une bonne équipe. C'est une très, très bonne équipe. Donc, ça, on verra d'ici là, parce que NBA février, c'est une éternité. Exactement. Tout peut arriver d'ici là. Donc, je me suis dit, 3 sur 2, j'étais optimiste un peu. Je me suis dit, on va prendre Chicago, Indiana. Donc, on a Chicago 2 fois, mais la deuxième fois, c'est après le All-Star Game, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai enlevé Chicago, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, Indiana, Chicago, et puis un des deux, Utah ou Minnesota, où moi, je vois une victoire. Détroit, ça va être compliqué. Il faut vraiment sortir le match de l'année là, contre Détroit, parce que c'est la première équipe à l'Est. D'ici là, on ne sait pas comment. Donc, je me suis dit, Indiana, s'ils continuent sur la même lancée, c'est un match à prendre. Chicago aussi, quand même, ils ont eu des blessures. Encore une fois, février, c'est longtemps. Minnesota et Utah, on prend un des deux. Donc, je me suis dit, OK, 3 victoires, 2 défaites. Et le bilan de Patrick, du coup, avant le All-Star Break, après 55 matchs de jouer, serait de 30 victoires pour 25 défaites. On serait revenu à un différentiel de 5 victoires de plus que les défaites. Donc, les Raptors qui resteraient dans le pourcentage qu'ils ont actuellement. Moi, Patrick, j'ai été plus optimiste. Je sais pas, je le sentais bien. Pour moi, ils vont perdre que contre Minnesota. Victoire contre Utah, victoire contre Chicago, victoire contre Indiana. Et il faut battre Détroit. Il faut battre Toronto West. Il faut battre Toronto West. Il faut remettre la suprématie des Raptors sur cette équipe de Détroit. Ça va être dur, mais j'ai envie d'y croire. Au début du mois de février, là, avant le All-Star Break, une série de matchs à domicile. Il faut terminer ces matchs-là en 4-1 parce que la fin du mois de janvier aura été difficile parce qu'on ne va pas en prendre beaucoup dans le road trip. Après, on va jouer New York, Orlando. Peut-être qu'on va avoir perdu encore. Donc, il va falloir aller se relancer au début du mois de février. Donc, pour moi, c'est 4-1. Et les Raptors finiraient avec un très beau bilan de 32-23 avant le All-Star Break. Et là, ça serait le moment pour Patrick et moi de faire le bilan à la mi-saison. Ouais, c'est ça. Et on serait en train de se régaler à dire que les Raptors sont restés dans le top 4 de l'Est. Voilà pour les prédictions
n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous voyez pour ces Raptors. Est-ce que vous êtes moins optimiste? Est-ce qu'ils vont s'écrouler peut-être après ce voyage à l'Ouest? Ils vont tout gagner? Ou est-ce que ce voyage à l'Ouest va les comment on dit, les bands, va faire un esprit d'équipe encore meilleur? C'est possible, hein. Les Raptors ont eu pour habitude à l'époque d'aller gagner à Los Angeles, de faire de très bons résultats là-bas. Ils ont réussi à battre Golden State une fois, pourquoi pas le gagner une deuxième fois? Affaire à suivre. Un exploit au Oklahoma City, why not? Pourquoi pas? Ça va être compliqué, hein. Oh là là. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On va terminer, finalement on n'a pas pris autant de temps que ça, on a un petit peu de temps pour parler des Raptors 905. Patrick, on n'a pas le résultat, par contre ils sont en train de jouer au moment où on enregistre. Les 905 qui jusque-là avaient perdu qu'un seul match. Les 905 qui n'avaient perdu qu'un seul match, malheureusement c'est en finale du showcase, et qui ont bien repris la saison régulière avec que des victoires de nouveau. On va voir, là ils jouaient contre les Clippers, c'est un nouveau match contre une équipe de l'Ouest. Vous allez l'entendre après notre petite discussion avec Patrick. Justin Cérès est revenu sur ces équipes de l'Ouest qui pour lui ne sont pas meilleures. C'était juste les meilleures équipes de G-League dans le showcase. Patrick, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la saison des 905 et surtout de Olivier Sarr? Je ne sais pas si tu as eu trop l'occasion de le voir, peut-être pas trop, mais qu'est-ce que tu en penses de loin? Je pense que c'est vraiment une des bonnes surprises de cette saison. L'année passée, et l'année d'avant, les Raptors n'avaient pas beaucoup mis de l'emphase sur les Raptors 905, mais cette année, quand même, je pense que les 905, ils sont dans la même lancée que la Ligue d'été. Au Summer League, ils avaient été excellents. Donc, c'est les mêmes qui ont sauf Jamal Shead et Jacoby Walter, qui ont continué avec les Raptors 905. Et moi, ce que j'aime avec cette équipe, c'est qu'ils gagnent par leur défense. La défense des Raptors, c'est vraiment, c'est beau à voir. Je pense que dans le showcase, il y a un match où ils étaient derrière presque de 30 points et ils sont revenus. Donc, c'est vraiment de bons principes, mais aussi le fait que les 905 et les Raptors, c'est le même système. C'est le même système qu'ils essaient de jouer dans les deux. Et c'est le meilleur cas de développement des joueurs qui soient, parce que quand Masai Ujiri a été engagé, il a mis justement l'emphase sur le développement. Donc, il a dit, on va faire une salle like a training facility, donc le OVO. La deuxième chose, c'était la G-League, d'avoir une équipe en G-League. Et ça a produit une équipe championne. Donc ça, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment le retour dans le passé où il y avait Norman Powell, il y avait Pascal Siakam, il y avait Fred VanVleet qui ont passé du temps, Chris Boucher qui ont passé du temps dans la G-League. Et puis quand c'était le temps de revenir dans l'équipe première, on a vu justement l'impact de ça. C'est ce que je suis en train de voir avec les 905. Ils développent une culture d'excellence, très bonne défense, des matchs qu'ils gagnent, donc leur confiance est au plafond. Donc je me dis que le futur des Raptors est bien garanti avec les joueurs qu'on a. Et puis ils ont quand même de bons joueurs. AJ Lawson, il est bon. Tout ce qu'ils ont eu comme draft, et puis, c'est vraiment des joueurs excellents. Et puis Olivier Sarr, ça lui donne justement une saison de compétition pour qu'un jour il puisse revenir dans la NBA, pourquoi pas. C'est vraiment excellent. Et puis le fait d'avoir Justin dans le staff, moi, ça me fait du bien parce que c'est un ami et puis on est content de le voir réussir. C'est vraiment important et puis c'est bon de les voir gagner à chaque fois. Même s'ils sont derrière de 12-13 points, je dis, ils vont revenir. Parce que les Raptors 905 gagnent par la défense et Justin Cérès est leur coach de la défense. Coach de la défense, oui. Et malheureusement, là, les 905 qui sont menés 108 à 113 à 14 secondes de la fin. Ça s'annonce compliqué pour gagner ce match, mais un bon match au rebond pour Olivier Sarr, qui est à 17 rebonds sur ce match-là. 11 points, 17 rebonds pour Olivier Sarr. On reviendra dessus la semaine prochaine parce qu'on va se quitter. On vous laisse avec l'entretien avec Justin Cérès. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis comme d'habitude. Retrouvez-nous sur chocfm.ca,
sur les réseaux sociaux, sur toutes vos plateformes de balado et bien sûr en vidéo sur YouTube. Merci à toutes et à tous. Et comment on dit toujours quand on se quitte, Patrick? Let's go Raptors! Let's go Raptors! Pour commencer, ce que je t'ai pas eu de la saison, un petit bilan de cette saison qui est quand même assez fantastique, en dehors de la victoire, la défaite en finale. Mais vous avez réussi quand même à rebondir directement derrière en reprenant la série de victoires. Donc quel bilan tu tires pour l'instant jusque-là? Écoute, c'est vrai que c'est une belle saison. Là, on va pas cracher dans la soupe, tu vois. On a de la chance d'être en bonne santé avec nos two-way, les Jemo qui vient souvent, les assignments. Donc c'est rare de voir une équipe de G-League avec autant de continuité. L'année dernière, on changeait beaucoup de starting five, on avait des joueurs qui venaient, qui partaient. Là, c'est vraiment très consistant. Ça nous aide énormément. On voit qu'on arrive à travailler, on arrive à ajouter, s'améliorer. Et donc, en fait, tu vois une progression graduelle. Ça nous permet aussi de pouvoir imposer un style de basket qui est très dur en G-League. C'est-à-dire que tout le monde vient, agressivité en attaque, en défense. Il n'y a pas vraiment de moments faibles, à part quand on a du mal à jouer. Mais je veux dire, dans l'intensité, généralement, on va dire que 70% du temps, l'intensité est là. C'est rare de voir ça aussi en G-League. Donc, je pense que on est sur la bonne voie. Après, le but, c'est que ces joueurs-là puissent avoir aussi une opportunité des call-ups, tu vois. Donc là, c'est la saison des call-ups. On va voir ce qui va se passer. Autant qu'ils continuent à jouer de la bonne manière, en équipe. Je pense que ça va déboucher à des belles choses pour les jeunes joueurs. Donc, c'est cool. Je vais revenir un peu dessus, mais pour analyser un petit peu ce qui s'est passé au showcase, mon impression c'est que les équipes de l'Ouest sont quand même plus fortes que l'Est. Est-ce que c'était ton impression aussi? J'ai l'impression que le niveau a monté d'un cran quand même. Est-ce que c'était juste parce que c'était les phases finales? C'est pas forcément les équipes de l'Ouest. On a joué Grand Rapids. C'est plus, techniquement c'est l'Ouest, I guess, ouais, dans Denver. Mais en gros, tu arrives au showcase, c'est les 8 meilleures équipes. Ouais. Donc la compétition augmente, l'intensité augmente, c'est normal. Après 3 matchs en 4 jours, on a manqué de jus contre une équipe qui était chaud. Ils ont chuté à 58%, on n'était pas dedans. Si tu regardes tu prends juste la feuille de match, tu regardes les stats d'équipe, tu dis ils ont marqué 30 ou 35 points sur la ligne de lancer franc. Tu regardes le nombre de pertes de balles, on aurait dû au plus le perdre par 40. En vrai, si tu regardes le match, c'est 25-21. Je l'ai refait plusieurs fois le match, donc c'est 26-21, 3 minutes 30 à jouer dans le premier quart-temps. On passe de 44 à 20 et quelques. C'est un 20 à 6 en 3 minutes, c'est le match. C'est là que le match. Donc on n'a pas joué pour 3 minutes. Après, il n'y a pas de match pour le reste du match. On n'a pas réussi à revenir. On est revenu à 11 points, 10 points 2 fois. On n'a pas réussi à faire le truc. Donc, sur ce match-là, il ne faut pas souvent suranalyser un match, je trouve. Mais il faut apprendre. Donc on a appris nos leçons. On sait que quand il y a 3 matchs en 4 jours, avec nos styles de jeu, prendre soin de notre corps, avoir des rotations un peu plus peut-être pertinentes, dépendamment du back-to-back et tout, il faut prendre ça en compte. Mais après, oui, le niveau il est beaucoup plus élevé quand tu joues les meilleures équipes, c'est normal. Ouais, c'était les meilleures équipes en fait, tout simplement. C'est même pas une histoire de Est ou de Ouest. Ouais. Pour parler un petit peu de Olivier, j'ai l'impression qu'il a eu un petit coup de mou quand même pendant le showcase. Il a été moins aligné sur les fins de match notamment. Comment tu analyses un petit peu sa saison jusque-là? Moi, je pense qu'il a commencé à retrouver ses marques. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas joué. Après, je trouve qu'il a trouvé son rythme de croisière. Et à un moment où je pense qu'il était assez consistant avant la finale du showcase. Avant le showcase, il arrive au showcase. C'est dur de jouer quand tu prends 3 fautes au premier quart-temps, ça tue ton match en fait. Donc les 2 matchs là, il y a eu un non-lieu où il est en foul trouble, des fautes qu'il aurait pu éviter, oui ou non, tu vois. Donc c'est très compliqué. Je pense que ça l'a affecté un petit peu psychologiquement dans le sens où tu as envie de performer. Il savait qu'il pouvait performer, il n'a pas beaucoup joué. Après l'équipe, tu fais des choix, on essaie de gagner le match et tout. Donc, mais là, je pense que le plus important, c'est même pas le showcase, c'est comment il répond. Ouais. Tu regardes, moi, quand je parle avec lui, là, c'est aligne les matchs. Sur des choses qu'on veut voir et que les équipes NBA veulent voir. Le rebond, la défense, la protection du panier, être capable de
La connexion pick and roll, tu vois, dès qu'on est revenu, là, on a adressé ça tout de suite. C'était au showcase, c'était un de nos plus gros défauts. On n'arrivait pas à trouver guard to big, on n'arrivait pas à trouver nos connexions. Là, tu vois les lobes, tu vois les trucs. Tout de suite, tu montres qu'il est athlétique, il peut jouer. Aujourd'hui, le premier quart-temps, Un gros point les gars, incroyable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de foul trouble, il joue tout le match comme ça, il est détruit. Donc, moi, je pense qu'il est bien là. Il est bien, il trouve son rythme. Faut qu'il continue là-dessus, qu'il accumule les grosses performances. Et ça va le faire pour lui. C'est ça un peu la clé pour lui, c'est être dans la régularité pour pouvoir avoir un call-up en NBA. Je sais pas, ça fait pas longtemps que je suis dans le business, mais en tout cas, je vois que, en tout cas pour lui, tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir de montrer une certaine consistance, régularité, comme tu dis, sur des points qui sont importants, que ce soit le rebond, la finition au panier, la connexion pick and roll, en attaque et en défense. Il montre qu'il peut défendre sur les guards, les bigs, un peu partout. Tu vois, tu montes ta mobilité, ça c'est très important en fait. Donc je pense que c'est plus là-dessus que moi je ne parle pas de call-up, je ne parle pas de tout ça en fait. Je lui parle de tous les jours, process driven. Donc quels sont les axes d'amélioration et quels sont les axes sur lesquels on doit continuer à rester bon. C'est tout. Après, ça va venir, ça vient.